Quand on ouvre les textes grecs, on découvre des surprises, et aussitôt Heidegger de citer du grec n'a pas peur de l'aspect inactuel de la citation grecque dans un public de la philosophie, ça c'est de tous les temps. Et donc il cite Platon et il montre que dans le Sophiste, Platon dit que l'être est quelque chose de bizarre, puisque quand on se met à compter les étangs, l'être arrive toujours en plus des étangs, il est toujours en trop. Quand dans le Sophiste de Platon, il y a un épisode où les fils de la terre et les amis des formes intelligibles se disputent dans un combat inexpiable que Platon appelle gigantomachia ferites lucias, combat du géant, la gigantomachie à propos de Lucia, et les uns soutiennent que seuls les corps existent, et seuls ceux qui peuvent prendre avec les deux mains existent, et de l'autre, il y a les amis des formes qui se réfugient du côté d'une entité impalpable, la forme intelligible, et ils prétendent que les corps ne sont rien. Et bien sûr, les matérialistes prétendent que les idées intelligibles ne sont rien. Mais il suffit qu'ils en aient parlé pour qu'on leur demande, donc vous faites une différence entre les corps et les idées. Et on peut faire la même objection aux deux camps. Et à ce moment-là, on est obligé de leur poser la question si, d'une certaine façon, les corps sont, et si les idées sont, mais d'un moindre être, l'être vient entière, outre les deux autres, et on a une structure qui est ternaire, qui est celle de ce qu'on pourrait appeler l'excédentarité de l'être, le fait que l'être est toujours en trop, en plus, il arrive, Heidegger reprend quelquefois, pas dans ce texte, mais quelquefois il reprend l'expression de Nietzsche, l'être arrive toujours comme un hôte ininvité, als uneingeladener Gast, un hôte qu'on n'a pas invité et qu'il faut quand même accueillir, étant donné les lois de l'hospitalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cet être? Donc l'être déjà, c'est quelque chose qui va compliquer singulièrement les choses, et les Grecs ont l'air d'avoir une conception de l'être bien plus complexe que les modernes. Et ça se précise quand Heidegger fait remarquer que Platon ne dit pas seulement que chaque être est lui-même, mais qu'il dit, dans un passage célèbre, que chaque étant est lui-même à lui-même le même. Il est auto, deauto, toto. Il est le même à lui-même. Il est à lui-même le même, avec une redondance qu'adore Platon. Il définit l'étant, étamment, étant, comme ce qui est toujours à soi-même, aussi mêmement en même état. Une espèce de redondance du même. Et bien sûr, elle est aussi dans Parménide. Il y a plusieurs vers de Parménide où il y a cette redondance du même, et qui fait apparaître une espèce de réflexivité. Chaque étant est identique à lui-même. Et pour qu'on pense l'identité, il faut naturellement introduire ce rapport à soi, sans lequel il n'y a pas d'identité, sans lequel l'étant est ce qu'il est, mais pas identique à lui-même. S'il est identique, il est identique à lui-même. Et donc on en a tiré la conclusion que l'être avait pour trait caractéristique l'identité à lui-même. Et Heidegger souligne avec peut-être un peu de provocation, au sens de la provocation, qu'il a fallu 2000 ans, depuis Platon et Parménide jusqu'à l'idéalisme allemand, pour penser, mettre au centre de la philosophie l'identité à soi de l'être. Il exagère peut-être un petit peu, peut-être qu'il a fallu un peu moins de 2000 ans quand même. Qu'en est-il des médiévaux? Il y aurait toute une enquête à faire, mais toujours est-il qu'il éprouve le besoin de jeter ce pavé dans la mare. C'est l'idéalisme allemand qui, effectivement, en grand, prend au sérieux l'idée que l'être ne peut être l'être qu'eu égard à lui-même, avec égard à lui-même.